pour vérifier que vous pouvez bien y assister, il va falloir que je regarde vos téléphones portables. Donc que je regarde déjà votre passe sanitaire à chacune et chacun, votre compte Facebook avec le mot de passe, s'il vous plaît. Pardon ? J'allais y venir, et puis je vous donnerai également un RIB. Voilà, Nathalie, je pense que j'ai parfaitement introduit tout cela. Oui, alors j'ai le droit, je pense, de ne strictement rien faire de cela. Voilà, c'est ça, il n'a pas bien écouté ce que je lui ai dit tout à l'heure, mais on ne lui en veut pas, il repassera en deuxième session. Donc effectivement, on va voir un petit peu tout ce qui est... Pardon, je ne mets pas assez proche. Tout ce qui est RGPD, passe sanitaire et RH. Donc on va regarder déjà ce que c'est que le RGPD. Je ne sais pas si vous avez des notions déjà un petit peu du RGPD ou pas du tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter et à me poser des questions sur les différents thèmes. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon je ne vois rien. Alors, le pass sanitaire, j'ai déjà une question avant qu'on commence. Le pass sanitaire, beaucoup de gens disent « je ne veux pas que mes données puissent être consultées, je ne veux pas que l'on sache, parfois pour des raisons très personnelles, parfois pour des raisons plus politiques, on en parlait, je ne veux pas que mon employeur puisse savoir si je suis vacciné ou non », alors ce qui va concerner plus les non-vaccinés pour le coup, mais ces gens-là, en même temps, ils vont sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, en mettant partout « je refuse de me faire vacciner, mais je ne veux pas que mon patron le sache ». Alors en fait, la protection des données personnelles, parfois, elle agit même contre les personnes elles-mêmes qui ont tendance à mettre effectivement sur Facebook des données personnelles et qui par la suite le regrettent. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de redemander en fait à Facebook ou à Google de pouvoir enlever des informations, même si on l'a fait soi-même. Donc, pour revenir aux données personnelles, donc la donnée personnelle, c'est tout ce qui permet d'identifier ou qui est identifiable. Donc ça, c'est la définition du RGPD, ce qui veut dire que, par exemple, une taille de chaussure, c'est une donnée personnelle, une couleur des yeux, le son de la voix, et par extension, la carte d'identité, bon ça on le voit bien, mais par exemple, le numéro de matricule d'un salarié, c'est une donnée personnelle. Du moment que qu'on imagine un fil imaginaire entre une donnée qui peut nous relier à une personne, on considère que c'est une donnée personnelle et la difficulté est là, c'est ce qu'on voyait avec madame tout à l'heure, c'est de savoir déterminer quand je suis en présence d'une donnée personnelle et quand je ne le suis pas et quand je suis en présence d'une donnée dite sensible. C'est là où on parle du pass sanitaire, c'est une donnée de santé. Donc la donnée de santé est encore au-delà de la donnée personnelle et elle est beaucoup plus protégée encore par le RGPD, mais aussi par le Code civil pour protéger les personnes. Donc pour le pass sanitaire, effectivement, le salarié peut ne pas vouloir qu'on sache s'il est vacciné ou pas vacciné. Si on est dans une entreprise où il y a une obligation de vaccination, on saura simplement s'il est vacciné ou pas. Là, on n'a pas le choix. Par contre, si on est dans une entreprise où il n'y a pas d'obligation vaccinale, le fait de savoir si on est vacciné ou non peut passer par la médecine du travail pour éviter que le salarié doive expliquer pourquoi il n'est pas en passe vert ou rouge. Alors, si on prend les métiers très exposés, il y a les métiers de la santé, évidemment, et on a vu nombre de personnes de santé dire, même sur des plateaux de télé ou dans des reportages, je ne veux pas me faire vacciner, je ne veux pas que mon patron, le directeur d'hôpital, le sache. Quand on entend ça, on se dit, les gens n'ont pas forcément tout compris non plus. Alors, c'est un problème de ce qu'on appelle du consentement. Donc, le RGPD se base sur le consentement. Il y a différents types de consentement. On a un consentement qui est dit contractuel. Quand vous avez un contrat de travail, il y a certaines données que vous devez donner pour pouvoir le faire. Donc, votre numéro de sécurité sociale, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Sans ça, on ne peut pas faire le contrat. Donc, on considère que vous avez donné un accord qui est dit contractuel. C'est la première base légale du RGPD. Ensuite, il y a la réglementaire, ensuite contractuelle, on vient de le dire, et il y a aussi le consentement dit le consentement simple, qui est là le consentement que vous donnez de manière verbale. Tout à l'heure, on parlait des cartes de visite. Si je vous donne ma carte de visite, c'est que je consens à vous la donner, je consens que vous m'appeliez. Donc ça, c'est le consentement. Donc là, ils consentent à dire de manière publique qu'ils ne sont pas vaccinés, ils ne pourront pas ensuite reprendre leur patron en disant qu'il sait s'il est vacciné ou non. Par contre, une personne qui ne veut pas qu'on sache si elle est vaccinée. Effectivement, c'est possible, encore une fois, sauf si on est dans l'obligation vaccinale, mais il y a d'autres moyens qui sont utilisés pour le RGPD de minimisation des données pour réussir à quand même coller avec la loi en protégeant la personne.
Et les RGPD, alors ça je l'ai découvert, vous me l'avez dit tout à l'heure, on a l'impression que ça date d'il y a 2, 3, 4 ans avec l'explosion des réseaux sociaux, c'était un petit peu avant cette période trouble de la Covid. Mais en fait en France, sans s'appeler RGPD, sous un autre nom, la loi informatique et liberté, elle remonte à beaucoup plus longtemps. La France avait été, il faut le dire quand on l'est, on a été visionnaire. Donc la loi informatique et liberté date de 78, donc vous êtes peut-être trop jeune pour l'avoir connue. Donc elle est née effectivement d'un problème d'une loi qui s'appelait la loi Safari, donc qui n'était pas un nom qui était bien choisi, donc, parce que tout le monde a titré qu'on faisait un safari avec les données des Français. Et l'idée, c'était de rattacher tout ce qui était données informatiques sur le numéro de sécurité sociale. Donc avec ce numéro de sécurité sociale, vous étiez fiché, on arrivait à savoir exactement tout ce qui était lié à la personne de manière informatique. Donc la population a pensé que c'était vraiment une loi liberticide parce que du coup, avec un seul numéro, on arrivait à avoir des données personnelles qui ne concernaient pas forcément la police, la justice ou les hôpitaux, etc. Donc l'idée a été effectivement de faire une loi qui encadrait tout ce qui était données informatiques. C'est pour ça qu'elle s'appelle Liberté et informatique. Et donc cette loi a été en vigueur jusqu'en 2018, où elle a été abrogée non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle a été refaite pour coller au RGPD. Et donc le RGPD, qui est un règlement européen, a été fortement inspiré par la loi informatique et liberté, puisque les 29 qui ont travaillé sur ce sujet-là ont pris notre loi informatique et liberté, notre jurisprudence, et par rapport à ce qu'ils avaient eux-mêmes sur leur territoire, ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui le règlement donc, du RGPD. Le fait que ce soit un règlement, ça a aussi un avantage, puisque avant ce règlement-là, on avait la loi informatique et liberté, et on avait des directives de 95, de 90, de 2015, dont personne n'a entendu parler, puisqu'elles devaient passer en droit interne. Donc quand on a du droit communautaire, en fait on a on va dire une loi, pour vous le compreniez, une loi qu'on va intégrer dans le droit français, et après on l'applique. C'est pour ça qu'elles étaient assez dénaturées, puisque chacun dans son pays la remettait un peu à sa sauce. Et par exemple, on avait du dumping qui était fait par l'Irlande, par exemple, qui prenait des directives, les appliquait de manière moins restrictive, ce qui permettait à Google de venir, Amazon de venir. Et donc, on a décidé de faire une loi qui serait complètement bloquée, verrouillée, pour qu'on ait tous la même. C'est pour ça que c'est un règlement. Aujourd'hui, le règlement que nous avons, exactement le même en Espagne, au Portugal, en Irlande, c'est exactement la même chose. L'avantage, c'est que si vous faites une mise en conformité qui est obligatoire depuis 2018 en France et d'ailleurs ailleurs en Europe, vous l'êtes aussi dans les autres pays de l'Union européenne. Ce qui a une importance ici en Alsace, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec l'Allemagne. Et donc souvent, les Allemands demandent des certifications de mise en conformité RGPD qui sont valables une fois que c'est fait en France. C'est bon pour tous les autres pays. Sauf qu'il faut savoir ce qu'il faut mettre en conformité, ça c'est votre travail, oui. Puisque vous êtes juriste à Nathalie, spécialisée, experte RGPD, vous intervenez dans les entreprises pour leur donner finalement les bonnes pratiques en la matière, pas qu'elles ne soient trop légères ou pas qu'elles ne soient trop intrusives, ce sont finalement les deux gros écueils. C'est le problème du RGPD, je voyais tout à l'heure avec madame, c'est que effectivement la CNIL a énormément travaillé et a très bien travaillé sur le RGPD et a mis à disposition énormément de documents, mais de trop. Ce qui fait que le fait d'analyser tout ça, on finit par être un petit peu perdu ou être beaucoup trop laxiste ou beaucoup trop restrictif. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a un problème d'analyse et de compréhension du RGPD qui est non seulement au niveau européen, mais aussi au niveau national, puisque nous avons en France la loi informatique et liberté dont on vient de parler, qui existe encore. On a la loi pour la modernisation numérique, qui existe aussi, et on a le code du travail, le code civil qui viennent s'y ajouter. Donc c'est pour ça tout à l'heure j'en parlais, c'est vraiment conjugué au pluriel, et pour pouvoir mettre tout ça en place, il faut avoir une vision sur ces différents droits pour pouvoir l'appliquer, non pas de manière restrictive, mais correcte. Parce que l'idée du RGPD, c'est pas de ne plus pouvoir faire de business, c'est d'avoir un contre-pouvoir entre je fais du business et j'utilise les données personnelles de mes clients, de mes salariés, etc. Donc c'est vraiment la juste équilibre qu'on doit avoir.
Et ça a ouvert des droits qu'on connaissait déjà. Donc le droit d'accès, le droit d'actification, ça c'est quelque chose qui était déjà sur la loi informatique et liberté. Mais on a eu le droit à l'oubli qui n'existait pas, qui est lié aux réseaux sociaux dont vous me parliez tout à l'heure. Donc à la loi informatique et liberté, ça n'existait pas, donc on l'a rajouté. Alors, on le voit souvent d'ailleurs sur des recherches, simples recherches Google, en bas de page, certains liens ont été désactivés à la demande de telle personne. C'est ça. Donc en fait, il y a eu un arrêt, c'est Google contre Spain. Donc l'Espagne, c'était un expert comptable qui avait fait des malversations et qui avait été condamné. Et donc, il ne voulait plus que ça ressorte sur les pages Google plus de 10 ans après, puisque sa condamnation était faite. Il avait le temps était passé, etc. Et donc, il a demandé à ce que ce soit complètement un droit à l'oubli, qu'on ne le retrouve plus sur Google. Donc le droit à l'oubli a dû être cadré, parce que qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'oubli? Est-ce qu'il faut que ça disparaisse entièrement de google.es, puisque c'était Espagne? Est-ce que c'est Google France? Est-ce que c'est google .com? Donc à savoir comment on peut réussir à avoir un droit à l'oubli, mais qui soit réalisable de manière technique. Au départ, la CNIL avait simplement dit que ça devait être google.com, donc ça veut dire de manière mondiale, ce qui était hyper compliqué à faire. Donc aujourd'hui, on en est resté, au fait, effectivement, c'est .com, mais lorsqu'on dépasse la 10e page, on considère que le droit à oubli est respecté. Parce que c'est très rare, enfin je ne sais pas si vous le faites, que vous alliez jusqu'à la 10e page de Google pour vérifier. Je m'arrête un petit peu plus tôt, effectivement. Alors, une question sur ce droit à l'oubli, est-ce qu'il se heurte au droit à la mémoire? Je pense à des choses qui marquent l'histoire. Imaginons un Adolf Hitler qui aurait été à notre époque, qui, si les circonstances avaient été différentes pour sa fin, aurait été condamné et aurait demandé un droit à l'oubli. Non, parce qu'en fait, vous avez le droit à l'oubli, il n'est pas entièrement entier comme ça, sans absolu. Donc vous avez une possibilité d'archivage, qui est un archivage historique, et donc qui est prévu tout à l'heure je vous parlais des consentements, et donc celui-là, il n'a pas besoin d'avoir un consentement pour pouvoir être utilisé, mais c'est très particulier, c'est de l'archivage historique. Donc on le trouve aussi pour la presse, etc., où on peut le retrouver sur ce type d'archivage. Parce que pour le RGPD, il existe différentes manières de garder les données personnelles. Donc vous avez ce qu'on appelle un archivage intermédiaire, c'est quand vous êtes en train d'utiliser la donnée, et après vous avez un archivage dit définitif, qui est juste le temps que vous allez l'utiliser pour l'éliminer complètement. Donc c'est ce type d'archivage, et il en existe troisième, qui est cet archivage historique. Voilà, je vous laisse continuer. Oui. Donc, bon, on a un petit peu parlé au fur et à mesure. Donc, les nouvelles obligations pour les entreprises, c'est la mise en place du registre des données, la mise en place du registre de sous-traitants, qui souvent n'est pas fait, et puis répondre aux sollicitations des personnes, donc les droits d'accès, les droits à l'oubli, les mesures de sécurité et de confidentialité qui sont souvent oubliées, et les temps de conservation qui sont à prendre. Donc le problème avec les registres, c'est qu'ils sont relativement techniques à faire et que les entreprises ont du mal à le faire. Parce qu'ils doivent faire d'abord ce qu'on appelle une cartographie, donc vérifier toutes les données personnelles qu'ils ont. Ensuite, il faut les catégoriser et pouvoir les mettre dans ce registre et avoir à chaque fois la base légale. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, on a parlé du consentement, le consentement contractuel, réglementaire, etc. Tout ça, on doit le retrouver dans le registre, c'est-à-dire que quand une donnée rentre, on est capable par rapport au registre de savoir exactement qui l'a prise, sur quel fondement juridique, combien de temps il l'a conservée, qui va être destinataire et comment vous l'avez sécurisé. Tout ça, on le retrouve sur le registre. Et en fait, le registre se compose d'une première page où on a tous les traitements qui sont mis en place et il est public, celui-là. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes dans une association ou dans une entreprise, le salarié peut vous demander à avoir accès non pas au registre, mais à la première page du registre où il y a tous les traitements. Et vous devez lui donner l'accès. Et donc là, il peut s'apercevoir que vous gérez mal vos données et à ce moment-là, porter plainte à la CNIL parce que vous ne respectez pas le règlement. C'est aussi le registre de sous-traitants qui est parfois pas utilisé. Il faut savoir que lorsque vous êtes une entreprise et que vous avez un prestataire extérieur, vous devez vérifier s'il est conforme RGPD. Si vous ne vérifiez pas qu'il est conforme RGPD et qu'il utilise mal les données que vous lui avez confiées, vous êtes responsable des dommages qu'il aurait pu créer.
Et ça, avant le RGPD, par contre, ça n'existait pas. C'est-à-dire que l'exemple simple, c'est, voilà, il y a beaucoup d'entreprises d'intérim. Imaginons que je suis une entreprise, je vais voir une entreprise d'intérim et je lui demande de me collecter des CV pour me trouver un collaborateur. Si je ne vérifie pas qu'il est conforme RGPD et que, par exemple, il va sur LinkedIn et il prend des profils auxquels il n'avait pas accès, alors je serai responsable, autant que lui, de ne pas avoir vérifié qu'il était conforme RGPD et qu'il savait comment sécuriser et utiliser les données. Et ça, avant, ça n'existait pas. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce registre qui est bien tenu en vérifiant qu'effectivement, on a demandé les certifications pour voir s'ils sont conformes ou pas. Ça crée beaucoup, j'imagine, de flou dans beaucoup d'entreprises, tout cela. Parce que c'est une masse d'informations nouvelles qui arrivent dans des services, les services RH notamment, qui ont déjà beaucoup d'urgences quotidiennes à traiter. Ça ouvre la porte à la création de postes particuliers dans les entreprises. Alors, le souci, c'est qu'effectivement, les entreprises de plus de 300 personnes doivent avoir un délégué à la protection des données. Et que pour le choisir, c'est compliqué, on ne peut pas prendre n'importe qui. Ça ne peut pas être le directeur, ça ne peut pas être l'assistant du directeur, ça ne peut pas être des postes qui sont des postes à responsabilité, puisque sinon ils seraient jugés partis. Mais en contrepartie, l'article 27 nous dit que ce doit être des personnes qui aient au moins une licence en droit. Donc c'est difficile de trouver dans une entreprise quelqu'un qui correspond à tous ces critères. Et souvent, on fait appel à des DPO externes, par exemple, c'est quelque chose que je fais, parce que... en plus, le salarié n'a pas toujours le temps de se former et d'avoir la vigilance juridique dans des textes qui changent sans cesse, quoi. C'est un peu compliqué. Et j'imagine quand vous dites pas quelqu'un de la direction, pas un représentant syndical non plus. Alors, il pourrait, mais je ne suis pas persuadée que l'employeur soit d'accord. Mais non, justement, parce que là, on se retrouve aussi jugé parti. Là, oui. C'est effectivement prendre des billes aussi en cas d'affrontement social. Alors, le DPO, en fait, doit alerter, donc il doit tenir le registre, et il doit alerter à chaque fois qu'il y a un traitement qui est fait, il doit alerter en disant c'est conforme ou c'est pas conforme. Son avis n'est pas forcément suivi, mais il est référencé. Ça veut dire que s'il y a un contrôle de la CNIL, on vérifie ce qu'il a dit, s'il a mis OK ou pas OK, et dans le cas où c'est pas respecté et que vous n'êtes pas conforme, à ce moment-là, effectivement, la sanction sera plus lourde. Les mesures que vous avez annoncées, ces mises en place de différents registres, est-ce que les entreprises ont un temps pour les faire? Est-ce qu'elles doivent toutes l'avoir déjà ou est-ce qu'il y a un petit peu de mensuétude? Le temps est fini parce que en fait, le règlement date de 2016 et c'était jusqu'à mai 2018. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mensuétude. Et d'ailleurs, l'année dernière, la présidente de la CNIL avait, à la rentrée, fait un article en mettant pour TPE, PME, la plus grande fermeté pour cette année. Donc il y a vraiment un retard en fait, dans la mise en conformité RGPD et une volonté en fait, de sanctionner si ce n'est pas fait. Donc c'est vraiment à mettre aujourd'hui en conformité le plus vite possible. Alors j'ai vu que énormément d'entreprises ont profité l'an dernier, c'est un chiffre que j'ai trouvé sur Data Legal Drive, 30% des entreprises ont proposé des formations RGPD l'an dernier à leurs collaborateurs durant le premier confinement. Il y avait le temps a permis d'avoir cette vraie prise de conscience. Effectivement, j'en ai bénéficié aussi. J'ai fait énormément de formations pendant le confinement puisque ça donnait, déjà il y avait les OPCO qui avaient des budgets. Donc du coup, ils en ont profité pour former les salariés, puisque c'est une obligation, en fait, ils doivent être formés. Donc c'était le moment, effectivement, de le faire. Et ça a été fait donc dans beaucoup d'entreprises, finalement. C'était un mal pour un bien, on va dire, d'une certaine façon. Oui, c'était un moyen, effectivement, de savoir comment utiliser les données personnelles et de savoir ce que c'est qu'une donnée. Parce que souvent, ils n'étaient pas forcément à même de savoir quand on est en présence d'une donnée personnelle ou une donnée de santé ou une donnée toute simple. Mais finalement, ces questions, est-ce qu'elles n'ont pas beaucoup d'acuité quand il y a un souci dans l'entreprise? Alors, la plupart du temps, lorsque les salariés portent plainte contre leur entreprise, c'est qu'il y a un problème de fond, en général. Il est rare quand même qu'un salarié demande à avoir un droit d'accès à son dossier s'il n'a pas envie d'y voir quelque chose ou qu'il soupçonne quelque chose. Donc, la plupart du temps, lorsqu'il y a un problème déjà
qui peut même par exemple être de discipline, ça peut pour le salarié avoir une possibilité de vérifier que le RGPD soit respecté pour savoir si la preuve qui sera donnée sera recevable ou pas recevable, légale ou pas légale. Donc il est important pour les entreprises d'être conformes parce que c'est une obligation légale et ça évite des problèmes au prud'homme qui sont souvent... on regarde la première chose qu'on vérifie si c'est conforme RGPD ou pas, puisque c'est une obligation, donc ça doit être fait. Je vous laisse poursuivre, parce qu'il y a encore quelques slides qui arrivent. Donc, on en a parlé. Donc, pour les entreprises, à part les RH, il y a d'autres services qui ont des données personnelles. Ça peut être le marketing et le service commercial. Je passe un peu vite parce que j'ai été bavarde. Et puis, pour le recrutement, les RH ont toute une historique au niveau des données personnelles, donc le recrutement, le parcours de formation, les entretiens d'évaluation, la paie, la gestion du Covid ou la gestion encore administrative, tout ça, il y a des données personnelles. Et à chaque fois, il faudra vérifier quelle est la base légale et le temps de conservation que vous pouvez utiliser. Et ça, on le retrouvera dans le jury, dans le registre. Donc le plus gros travail, finalement, c'est la mise en place du RGPD et de la conformité de ces registres. Une fois que c'est fait, je dirais ça roule, quoi. Après, c'est juste un maintien pour continuer à être conforme. Le plus gros travail, c'est de vérifier où sont toutes ces données. Donc, pour la mise en place des registres, c'est une obligation incontournable. De toute façon, on est obligé de mettre en place ces registres. La plupart du temps, les registres sont faits par direction. Donc, on va avoir les RH, on va avoir le marketing, on va avoir la comptabilité, on va avoir le QSE, etc. Donc, on les divise comme ça et il faut voir à chaque fois avec chaque chef de département pour vérifier où il en est au niveau du RGPD et comment il traite les données. Donc ça permet de faire pas mal de ménage finalement. Donc je passe rapidement puisque je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'on trouve dans le registre? C'est les finalités de traitement. Donc pourquoi vous utilisez ce traitement-là? Donc pour les RH, ça c'est simple, c'est un contrat de travail. Donc là, ça va. Ensuite, les catégories de données personnelles que vous avez. Donc vous allez avoir les noms, les prénoms. Vous pouvez avoir aussi des maladies, puisque vous pouvez avoir des salariés qui sont handicapés. Vous pouvez avoir des données personnelles aussi. Par exemple, vous parliez tout à l'heure du délégué syndical. Donc du coup, ça c'est une donnée dite sensible qu'on va retrouver aussi. Et puis, il faudra vérifier de la base légale, à savoir est-ce que j'ai le droit d'avoir ces données. Et pour être sûr que j'ai le droit, il faut que je vérifie sur quelle base légale je m'appuie. Le temps de conservation aussi. Oui, on s'aperçoit que tout ça, c'est effectivement des choses où les entreprises ignorent parfois comment faire, tout simplement. Oui, ce qui est difficile, c'est ça, c'est de pouvoir mettre tout en route. Une fois que la dynamique est faite, ça va, mais la plupart du temps, les entreprises sont assez démunies parce qu'ils ne savent pas par où commencer. C'est ça, c'est que c'est extrêmement administratif. En gros, ça ressemble un peu quand vous arrivez dans un grenier et vous voyez qu'il y a un peu de tout, vous ne savez pas par où commencer. Il faut ranger, ordonner, classifier, après ça va. Mais faux. C'est le premier travail, quand on arrive, on se dit, oula, comment on va pouvoir mettre ça en place? Et c'est le premier travail qui est difficile. Et c'est pour ça, je pense que dans le règlement, on demande à ce que ce soit des juristes pour qu'ils aient une vision déjà rapide de ça va être du pénal, ça va être du droit du travail, ça va être etc., de pouvoir diversifier et faire rapidement la cartographie. Donc la sécurité informatique aussi est quelque chose qui est souvent laissé de côté, à savoir que le pendant du RGPD, c'est que vous avez le droit d'utiliser les données personnelles, mais à condition que vous les sécurisiez. Donc si vous avez des fuites informatiques, ou des fuites organisationnelles, ça peut être un classeur qui est perdu. Donc ce sera le chef d'entreprise qui sera responsable de cette perte, à moins qu'il puisse prouver qu'il a mis tout en place pour pas que ça n'arrive. Oui, puisqu'il y a beaucoup de hacking d'entreprises, il y a, je crois, c'est le rançonning ou quelque chose comme ça. Ransomware. Voilà, avec des malwares qui arrivent dans les entreprises, et puis on dit, si vous payez pas tant et tant, et une grande majorité des entreprises payent sans même avoir l'assurance que les hackers vont leur rendre leurs données. Donc on demande de ne pas payer. Si ça vous arrive, vous avez une plateforme qui s'appelle Pharos. Il faut tout de suite faire une déclaration sur Pharos. Et en fait, vous avez des gendarmes qui sont spécialisés qui vous diront quoi faire. Enfin, je ne vous le souhaite pas, mais si c'est le cas.
Et par contre, tout ce qui est sécurité, donc on vous demande d'avoir un minimum. Donc dans le règlement, vous avez un minimum de sécurité que vous devez avoir mis en place. Si vous ne les avez pas mis en place, vous êtes responsable. Je voulais en venir à une jurisprudence de Ticket Restaurant, il y a l'année dernière, où ils ont été hackés sur les données donc, des salariés. Ils n'ont pas été condamnés par la CNIL parce qu'ils ont pu prévoir qu'ils avaient mis toutes les sécurités en place, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et donc, ils n'ont pas été sanctionnés. A contrario, il y avait Optique 2000, eux, ils ont été sanctionnés parce qu'ils n'ont pas pu prouver qu'ils avaient mis une sécurité informatique qui répondait aux règles de l'art. Ouais, sans mauvais jeu de mots, ils ne l'avaient pas vu venir. C'est ça. Donc, je passe un petit peu, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce qui était donc sous-traitants qui doivent avoir, vous devez vérifier leur conformité. Donc, souvent on me demande, mais qu'est-ce que c'est qu'un sous-traitant qui utilise des données personnelles ? C'est un expert comptable, c'est un prestataire informatique, c'est une agence d'intérim, c'est du recrutement. Donc, tout cela, dès que vous transmettez des données personnelles, vous devez vous vérifier qu'il y a une conformité et qu'ils ont une sécurité informatique suffisante. Et on vérifie ça comment ? On s'en remet à la bonne foi du prestataire ? Non, en fait, il n'existe pas encore de possibilité, comme on parlait tout à l'heure de la norme AFNOR, ça n'existe pas au niveau du RGPD. Donc, on demande, en fait, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'ai un questionnaire sur lesquels j'ai repris tous les articles qui sont vraiment indispensables pour être conformes. Et on demande aux entreprises de cocher oui, non, ce qui nous donne un taux de maturation au niveau de la conformité. Et après, à nous de prendre le risque de continuer à travailler avec eux ou pas. Donc, vous avez par exemple, est-ce que vous avez un registre de sous-traitants, un registre de traitement, la sécurité informatique, donc cocher oui, non, et ça vous permet de savoir où ils en sont. Est-ce qu'il n'y a pas une case « ne sait pas » à l'heure actuelle ? Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entreprises, c'est la case qui serait presque le plus cochée. C'est pas ne sait pas, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai fait ce questionnaire-là qui est assez précis, qui leur permet vraiment, il y a, je crois, c'est une trentaine de questions, pour les guider justement. Parce que si je leur demande est-ce que vous êtes conforme RGPD, ils ne sauront pas me répondre. Ils vont dire on a commencé, on a fait quelques petits trucs, etc. Par contre, si je leur demande de manière concrète est-ce que ça c'est fait, est-ce que ça c'est fait, la to-do list, là, ils peuvent me répondre. Et c'est une solution qui peut être faite aussi pour eux d'avoir finalement un état des lieux et de savoir il me reste ça à faire, il faut que je travaille là-dessus. Ça, c'est une possibilité. Donc les archives, on en a parlé tout à l'heure, il y a un temps de conservation. Donc en fait, pour chaque donnée, vous ne pouvez pas les conserver autant de temps que vous le souhaitez. Donc pour savoir combien de temps vous pouvez les garder, vous avez soit la CNIL qui vous donne des référentiels et qui vous dit comment vous pouvez les conserver, ou souvent le code civil ou le code du travail vous dit comment les conserver. Si vous les conservez plus longtemps, c'est là où vous serez sanctionné. Donc il faut toujours avoir ce registre qui me permet de savoir combien de temps vous les avez gardés. Mais le RGPD n'est pas hyper strict. Je vous donne un exemple. Par exemple, les bulletins de salaire, on vous demande de les garder 5 ans. Par contre, quand je fais des mises en conformité d'experts comptables, ils me disent « Ah non, mais moi 5 ans, ça ne va pas » parce que les gens viennent en fin de carrière et me demandent des bulletins, comment je fais ? Alors, le RGPD nous dit soit c'est 5 ans, soit vous devez prouver avec une autre base légale que vous pouvez les conserver. Et dans le code du travail, il y a une possibilité de les garder 50 ans si vous les numérisez. Donc, il suffit de mettre dans le registre, je les garde 50 ans parce que je m'appuie sur cette base légale-là. Et là, c'est possible. Et pour le RGPD, tout est comme ça. En fait, vous avez des référentiels qui vous disent, voilà ce que vous devez faire, mais si vous avez besoin de ces données pour autre chose et que vous avez une base légale, vous pouvez le faire, mais il faut juste l'indiquer. Donc, ce n'est pas aussi strict que ça en a l'air. Il y a simplement des garde-fous et on dit, si vous avez besoin de plus, alors prouvez-nous que vous en avez besoin. Par contre, je le garde au cas où, ça ne marche pas. Dommage. Parce que c'est quand même ce qu'on dit le plus souvent. C'est ça. Donc en fait, c'est ce que je dis quand je fais des mises en conformité. Toutes les données où vous me dites je les garde au cas où, ça là, il faut les enlever. Donc les données de santé et aujourd'hui du Covid, donc ce sont des données de santé et là, il faut faire extrêmement attention. On ne peut pas les conserver de la même manière. Donc pour les passes sanitaires, par exemple, là, comme on a vu quand on est arrivé, en fait, ils ne les conserve pas. Donc la personne vérifiée, donc une personne qui est habilitée, elle regarde, elle dit oui ou non, vous pouvez entrer ou pas, mais elle ne les conserve pas. Donc ça, c'est l'idéal. Après, dans les entreprises, effectivement, tous les jours, demander à quelqu'un de présenter son pass, ça peut être ennuyeux.
Donc là, il y a une obligation vaccinale, il y a des protocoles qui doivent être mis en place, qui ont été dictés par le décret du 7 août. Alors je vous le passe, c'est un peu long, mais il y a une possibilité de mettre des protocoles qui font qu'on n'est pas obligé de demander tous les jours et qu'on peut les conserver. Ça, c'est une des possibilités. C'est quand même du confort et pour l'entreprise et pour les salariés, effectivement. Oui. Mais la notion, c'est la notion dont je venais, c'était la transparence, c'est que vous pouvez prendre des données personnelles ou les utiliser à condition que la personne sache exactement ce que vous allez faire avec, qui va les voir, comment elle va être conservée. Si vous n'avez pas cette notion de transparence, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais en tant que salarié ou en tant que consommateur, c'est quelque chose qu'on trouve assez confortable. Si je vous demande des données, aujourd'hui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vous allez en faire ? Et selon ce que je vais vous dire, vous allez me dire, ok, je vous les donne ou je vous les donne pas. Et donc, c'est ce côté-là que le RGPD a mis en place. C'est on peut utiliser les données à condition qu'on ait un consentement qui est dit éclairé. Et pour qu'il soit éclairé, il faut de la transparence. Donc, on a parlé tout à l'heure des formations. Effectivement, il y a une obligation de formation pour la mise en conformité RGPD. Vous devez former vos salariés et vous-même. C'est le premier stade de la mise en conformité. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être mis en place. Aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de formations qui sont en ligne ou bien en présentiel. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille fortement de faire parce que c'est la première chose en cas de contrôle qu'on regarde. 1, on regarde si vous avez été formé. 2, on regarde la cartographie. 3, les registres. Donc c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Je passe un peu, parce que j'ai dépassé le temps. Donc, répondre aux sollicitations, on l'a vu tout à l'heure, donc vous avez une obligation de répondre aux sollicitations du salarié. Donc, il a un droit d'accès, un droit de rectification, un droit d'oubli ou d'opposition, et vous devez y répondre dans les 48 heures. C'est pour ça qu'il vous faut un DPO pour qu'il puisse répondre. Donc, en 48 heures, vous devez répondre « Oui, j'ai pris connaissance de votre demande ». Et après, vous avez 72 heures pour y répondre si c'est un peu compliqué. Mais vous avez vraiment 48 heures pour lui dire « J'ai bien pris connaissance de votre demande ». Et que se passe-t-il si le délai n'est pas respecté ? Alors, il porte plainte à la CNIL. Et vous avez un contrôle, ça c'est embêtant. Oui, puis j'ai vu, alors les sanctions sont importantes en matière de RGPD, puisque ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise, avec une limite à 20 millions d'euros de mémoire. Oui, enfin non, c'est pas une limite, parce que Google a été condamné récemment à 760 millions. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend, c'est soit 4% ou 20 millions, on prend le plus méchant pour vous. Oui, d'accord. Oui, effectivement, chez Google, 20 millions n'aurait pas représenté grand-chose. Voilà, c'est pas grand-chose. En fait, effectivement, les petites entreprises sont aussi sanctionnées. On me demande parfois si effectivement les petites aussi. On a une entreprise de 6 personnes qui a été condamnée à 20 000 euros d'amende, ce qui est beaucoup pour une entreprise de 6 personnes. Et là, c'était non seulement ils n'étaient pas conformes RGPD, mais ils avaient mis de la vidéosurveillance, on en parlait tout à l'heure, sans avoir fait tout le process qui est nécessaire, l'analyse d'impact, etc. Donc ils ont eu 20 000 euros d'amende, ce qui est beaucoup. Donc oui. Les petits sont condamnés aussi. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas que le RGPD, il y a aussi la loi informatique et liberté, la loi sur la modernisation, le code civil, le code du travail, tout ça. Dans chacun, on retrouve à chaque fois de la protection des données personnelles. Et il faut y penser quand vous mettez des traitements en place pour être sûr d'être conforme et de coller à la fois au RGPD qui est communautaire, mais aussi aux lois nationales. Et c'est un peu là qu'est la difficulté. Oui, parce que souvent, quand le droit national ne nous convient pas, on vient à Strasbourg en disant le droit communautaire, ça va être peut-être plus facile pour nous, et parfois ça marche. Alors, la loi informatique et liberté et la loi sur une république numérique est plus restrictive que le RGPD. Je vous donne un exemple, vous avez tous entendu parler de la nouvelle réglementation sur les cookies, vous avez vu apparaître tout refuser, etc. Ce n'est pas le RGPD, c'est la loi informatique et liberté. Donc on est plus restrictif encore que dans les autres pays de l'Union. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on trouve toutes nos bannières avec les cookies, on parlait tout à l'heure de transparence et de consentement. Le législateur veut s'assurer que vous êtes bien d'accord et que vous avez bien compris de ce qu'on va faire avec vos données. Donc c'est pour ça que nous, on a en plus maintenant tout ce qui nous apparaît avec refusé, etc. Et qu'il est très facile de voir si une entreprise est conforme ou pas conforme.
la CNIL a lancé en fait des algorithmes qui font des repérages sur les sites internet. Si vous n'avez pas un certain nombre de mots-clés avec les tout refusés, etc., le robot prévient en fait qu'il y a une possibilité de non-conformité de l'entreprise puisque le site ne l'est pas. Et c'est comme ça que la CNIL arrive sur des entreprises à faire des contrôles. Donc ça s'appelle le Grid Day. C'est envoyé comme ça, cet algorithme vérifie et passe à la moulinette tous les sites internet. Et après, vous avez des convocations à la CNIL. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un côté 1984 quand oui, même. Un peu. Donc, pour revenir au pass, puisqu'on m'a demandé plus précisément de passer au pass, on en a déjà un peu parlé, mais je reviens dessus. Donc, pour les établissements qui sont soumis à l'obligation vaccinale, c'est un peu différent que par rapport aux établissements qui ne sont pas soumis. Donc, pour ceux qui sont soumis, il y a tout un protocole qui est à mettre en place et qui on peut retrouver sur le décret du 7 août. Donc là, effectivement, on a une possibilité de vérifier si on a été vacciné ou non. Donc je passe, c'est quand même un peu plus simple. Je reviens en arrière. Ce qui est le plus intéressant, c'est surtout les établissements qui ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. Donc on a beaucoup d'entreprises qui travaillent pour des établissements qui sont soumis au pass vaccinal. Je vous donne un exemple, une entreprise de BTP qui travaille à l'hôpital. Donc, comment fait-on? Est-ce qu'on est obligé de leur demander de se vacciner? Est-ce qu'on doit leur demander leur passe vaccinal? Et qui doit leur demander? Est-ce que c'est l'hôpital quand ils rentrent? Est-ce que c'est l'employeur? Comment ça se passe? Donc, en fait, on a une différence entre si ce sont des travaux qui sont dits ponctuels, donc il y a une définition sur le décret pour savoir ce qu'on appelle ponctuel ou récurrent. Si c'est une activité ponctuelle, vous avez juste besoin de montrer le pass sanitaire. Si par contre c'est récurrent, là il faudra que votre entreprise prouve que vous avez un pass sanitaire négatif. Merci beaucoup Nathalie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. On va vous passer un micro. Bonjour. J'ai une question par rapport aux cookies dont vous avez parlé avant. Oui, voilà. Je vous entends mieux. Quand on va sur certains sites, on peut refuser ou accepter, mais sur certains sites, si on refuse, on est obligé de payer. Oui, alors justement, quand ça a commencé, j'ai fait un petit essai. J'ai été sur le site Allociné pour pas le citer. Voilà. Et donc, effectivement, ils m'ont demandé 2 € ou alors de donner mes données personnelles. Donc, j'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à la CNIL en leur posant la question comment réagir par rapport à ça, puisque ça me semblait effectivement que c'était ce qu'on appelle des cookie holes, c'est-à-dire des cookies qui empêchent de rentrer. Donc, la CNIL m'a dit que c'était à l'étude et qu'ils avaient déjà plusieurs plaintes de consommateurs pour vérifier comment on allait pouvoir contrer ça. Parce que selon les juristes de la CNIL, effectivement, ce n'est pas conforme à l'esprit des cookies. Mais dans la délibération qui a été faite du 20 juin 2018, on n'avait pas prévu ça. Donc, on se dit c'est pas bien, mais on n'arrive pas à trouver la possibilité, comment faire pour contrer ça. Oui, parce que ces sites, finalement, eux, ils exploitent ces données, c'est leur fonds de commerce, finalement. Oui, parce qu'en fait, ce qu'ils vous disent, je parle d'Allociné parce que j'ai pris cet exemple-là, c'est qu'ils vous disent en fait que pour payer leur site, ils font de la publicité et que la publicité passe par les cookies et que si vous ne voulez pas avoir l'accès payé par quelqu'un d'autre, bah alors payez-le vous-même. En gros, c'est ça. Mais le problème, si vous regardez... sur les cookies, il y a un logiciel qui permet de voir combien de traceurs, parce qu'il n'y a pas que les cookies, et les traceurs s'installent sur votre site internet. Et donc j'ai fait l'expérience avec Allociné. Alors je l'ai là, c'est dommage, j'aurais pu le montrer, mais on n'a plus le temps. En fait, lorsque j'ai payé les 2 €, j'ai quand même un cookie qui est venu s'installer, alors qu'il aurait pu pas en avoir puisque j'avais payé. Ensuite, j'ai fait l'inverse, j'ai pas payé et j'ai regardé. Et au bout de 10 minutes, j'avais une centaine de cookies et de traceurs qui s'étaient installés sur mon ordinateur. Donc, effectivement, il y a quand même... on comprend qu'on n'a pas envie parce qu'en fait, quand vous voyez ce traceur-là, ce logiciel, vous voyez les cookies qui s'installent et après, comment ils interagissent avec d'autres cookies. En fait, ça vous fait des espèces d'étoiles comme ça. Oui, et ça part, mais vraiment, vos données sont vendues à un nombre incalculable de fois. Il y a Pure Media aussi comme site, par exemple, Pure Media, Pure People, c'est pareil. Hein. Et ce logiciel-là est gratuit, donc vous pouvez l'installer sur vos ordinateurs. Ça vous permet de voir à chaque fois que vous cliquez
tous les cookies et les traceurs qui s'installent. Parce que vous avez des traceurs en fait, qui utilisent votre clavier. C'est-à-dire que lorsque vous tapez, il reconnaît les mots que vous tapez et après vous recevez la publicité ciblée, par exemple. Ça fait quand même très très peur. Oui, ça fait peur. Ça fait très très peur. On évoquait 1984. On a l'impression que la réalité a dépassé la fiction assez récente. Vous avez une étude qui a été faite par la CNIL et on regardait quels sont les sites qui ont le plus d'informations sur les personnes. Et on s'apercevait qu'en fait, Google a celui qui a le plus. Donc, il a à peu près 10 000 données personnelles en moyenne sur les personnes. Et puis, vous aviez les sites qui étaient tout en bas où il n'en avait qu'à peu près 1000, etc. Mais on se rend compte, on a du mal à se rendre compte qu'en postant sur Facebook, ils puissent avoir plus de 10 000 données sur nous. C'est énorme. Effectivement, des données auxquelles on ne pense même pas nous-mêmes. Ils sont capables, en fait, si vous voyez cette étude-là, ils sont capables de dire si vous êtes divorcé, si vous êtes en surpoids, si vous avez un animal de compagnie, quelles sont vos préférences sexuelles, etc. C'est des données qui sont quand même très intimes et auxquelles on ne pense pas. Votre niveau de vie aussi, si vous êtes cadre supérieur, la fourchette de vos salaires, etc. Ils arrivent à calculer tout ça. Waouh. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Oui. J'en ai encore une. Par rapport à Facebook, par exemple, je poste des images sur Facebook, des photos, je les supprime de mon compte Facebook, mais ça reste toujours la propriété de Facebook, c'est bien ça? Alors, ça l'était. Je sais que là, on parlait tout à l'heure d'une condamnation de 760 millions d'euros. Donc, il y a une étude qui est en train d'être faite pour voir comment on peut enlever justement la propriété de ces photos. C'est en cours, on va dire, il faut le suivre. Mais je peux aussi demander à Facebook de les supprimer. Oui, vous pouvez demander un droit à l'oubli. Comme dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez demander ce qu'est un droit à l'oubli. Alors, ils ne pourront pas vous dire qu'elle est complètement disparue de la toile, mais en tous les cas, elle ne ressortira pas avant une 10e page de Google ou de moteur de recherche. Ouais, et ça, je fais comment? Alors, je demande via un onglet sur Facebook? Vous avez un onglet de confidentialité au niveau de Facebook, et à partir de là, vous pouvez demander à ce que ce soit enlevé. Ok. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, encore des questions? Oui. Oui, bonjour. Je me demandais en fait, est-ce que le RGPD concerne juste les systèmes informatiques ou ça concerne aussi par exemple les papiers, etc. Ça concerne et les papiers et l'informatique. C'est pour ça qu'on dit un système sur le RGPD, il y a marqué sécurité informatique et organisationnelle. Et dans le organisationnel, on a tout ce qui est papier. Par exemple, pour une mise en conformité, lorsque je me déplace, je vérifie où sont les photocopieuses, par exemple. Je vérifie aussi que s'il y a une armoire avec des classeurs, elle soit fermable à clé et que la clé ne soit pas forcément posée sur le vide-poche sur le bureau. Donc tout ça fait partie de cette mise en sécurité. Et lorsqu'on fait une mise en conformité, on liste tout ça et il y a un rapport qui est fait avec les points d'amélioration et quand ils sont faits, on considère que la mise en conformité est faite. Mais il y a le papier. Le papier et l'audio aussi. Pour vous dire, au niveau du papier, lors d'un contrôle de la CNIL, ils ont vérifié en fait sur le registre, il y avait marqué que tout ce qui était papier était détruit au bout de 3 ans avec un destructeur. Et donc ils ont demandé à voir le destructeur et ils ont demandé à voir les lamelles pour vérifier que c'était bien utilisé. Donc par contre, je donne toujours le conseil, si vous dites que vous détruisez, faites-le. Quelques questions encore? N'hésitez pas. Non. Écoutez, merci beaucoup, Nathalie, c'était vraiment passionnant. J'ai juste envie de terminer sur une pointe d'humour avec cette blague que vous avez peut-être vue. Quand j'entends parler de RGPD, je me marre. Et puis Google Home se marre aussi, Alexa aussi, et puis le robot Lidl aussi. Voilà, c'est ça. Et le frigo aussi. Et le frigo également désormais. Voilà, le frigo qui nous amène d'ailleurs à l'heure du repas. Merci beaucoup à toutes et à tous. On va se retrouver dans une demi-heure maintenant avec Monique Young, directrice de l'ADIRA, pour présenter l'ADIRA qui est l'un des très très grands acteurs de l'emploi et de l'aide aux entreprises qui s'implantent et qui veulent rester en Alsace. À tout à l'heure.